Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée Le mensonge du point de vue de l'éthique. Introduction, la tradition philosophique pour laquelle nous éprouvons gratitude et reconnaissance a bien souvent présenté le philosophe comme l'homme ami de vrai. Pour Platon déjà, le mensonge était un crime contre la philosophie et le philosophe ami de savoir, philosophos, devait l'être également de la vérité. Philaléthèse. Il a pour tâche de lever le voile, le masque, comme l'enfant de conte d'Anderson, qui seul dit la nudité du roi. C'est bien d'ailleurs ce que Caliclas disait à Socrate, et fait l'enfant. Nous ferons donc l'éloge de la sincérité et de rang la leader du mensonge. Mais il nous faudra également dire le danger de l'excessive sincérité d'une exhibition impudique de la vérité. Nous terminerons enfin par une analyse de la fiction, c'est-à-dire du rapport entre le songe et le mensonge. Il ne faut pas mentir. Voilà une évidence du sens commun à laquelle chacun adhère spontanément sans même avoir lu Immanuel Kant, sans savoir même jamais songé à le lire un jour. Est-il vrai qu'il y a bien de raisons, tant esthétiques qu'éthiques, pour condamner le mensonge? Premièrement, le mensonge est esthétiquement condamnable. Qui s'associe d'esthétique le sait fort bien, il n'est pas beau de mentir. La franchise, la sincérité sont du côté de la belle droiture, quand le mensonge, la fourberie sont du côté de la courbure, de tordu. L'homme franc et droit, il expose avec une belle netteté son visage, son front. Le mot sortait de sa bouche avec l'impeccabilité, la spontanéité d'un bel accord de do majeur, la loyauté, la spontanéité, la probité, la rectitude ont la beauté d'Apollon. La dissimulation, la fausseté, l'hypocrisie, la sournoiserie sont en revanche laides. Duplicité de menteur, le diable ne fait pas pour rien représenté par un serpent, c'est-à-dire par l'animal à la langue fourchue. Regardez cet enfant tenter ses premiers mensonges. Son regard est fouillant. Son corps même se tord sous l'effet du mensonge. Le mot sortait avec peine de sa bouche. Tantôt on lui baiser tordu. Quand il aura développé ce don de comédien, quand il aura appris à bien mentir, il jouira alors la franchise, la netteté, exposant son visage et son front avec une excessive et ostentatoire droiture. On pourra dire alors qu'il monte en frontement de façon éhontée, car tout se passe comme si son front, ce qu'il y a de plus droit encore en son corps, l'obligeait à la franchise, à la droiture, et il se sentira inévitablement sale, laid et mouche, si d'aventure on se rend compte qu'il a menti. Il en rougit le traître. Oui, celui dont le mensonge est découvert, celui qui perd la face, comme le dit si bien la langue française, mériterait de perdre son front et devrait au minimum rougir d'avoir ainsi menti. Tout montre que le mensonge, cette désertion de sa propre parole, est esthétiquement condamnable. Le mentir est furtif
tourdi, dissimulateur sournois, double, biaisé, laid en somme, beau, étant en revanche le sincère, celui qui ouvre son cœur avec franchise, c'est-à-dire avec liberté, noblesse, netteté et droiture. Il peut nous regarder droit dans les yeux. Il fait bien, l'homme fait bien son métier d'homme. Deuxièmement, le mensonge est éthiquement condamnable. Cette disqualification esthétique du mensonge quand substituera une inoubliable disqualification éthique, et c'est que parce que pour le penseur de Königsberg, le mal vient de la contradiction et qu'il me suffit en vérité d'être un instant attentif à ce que me murmure ma propre raison et la loi morale qui s'y trouve pour comprendre que le mensonge est un acte de contradictoire, triplement contradictoire. D'abord parce que le mensonge est contradiction entre la parole et la pensée et qu'il ruine le sens même de la parole qui est la confiance. Tout acte de parole promet la vérité, même et surtout l'acte de parole qui ment et qui peut aller jusqu'au juger qu'il dit vrai alors qu'il ment. La société des hommes deviendrait vite infernelle si chacun devait se méfier de chacun. J'ai fait spontanément confiance au codium auquel je demande mon chemin, perdu que je suis dans le rue de Metz ou de Bordeaux. Pourquoi? Parce que tout se passe comme si me liait à lui une sorte de contrat de confiance, contrat intérieur à tous ces yeux, à tous eux que je pourrais un jour signer avec lui et qui en est la condition de possibilité. Comme disaient fort bien les Anglais, je n'aurai de relations humaines avec lui que si je peux supposer qu'il m'en soit sait qu'il présente dans sa parole au moment où il me parle. Mentir, c'est violer l'essence même de la parole, laquelle devrait être le moyen d'expression de la pensée. Il faut ensuite remarquer que le menteur ne veut pas qu'on lui mente. Mentir, c'est s'arroger un droit que l'on refuse à autrui, c'est contredire un principe auquel on reste attaché parce qu'il s'agit là d'un principe dont on ne peut vouloir qu'il soit universellement contredit. Puis il faut enfin euh, bien admettre que le menteur a toujours pour projet de ne pas mentir. Nous mentons à chaque fois, juste pour une fois, à chaque fois pour la première fois. Bref, nous mettons toujours à titre exceptionnel, précisément parce que la loi morale ne cesse pas de parler en nous, au moment même où nous lui désobéissons. Même quand je me trouve des raisons de mentir, de bonnes, mauvaises raisons de mentir, je sais bien que je n'ai cependant pas raison de mentir parce que le mensonge est un acte contradictoire en soi, donc contraire à la raison. Telle est la démonstration de Kant que nous demande d'être simplement attentifs une seconde à cette voix de la loi morale qui parle en nous, nous interdit impérativement tout mensonge et qui parle en l'enfant le plus enfantin. Même Pinochet est assisté d'un géminu criquet et qui l'enjoint de ne pas mentir. Il entend la voix de sa conscience, même s'il l'écoute pas, s'il ne l'écoute pas, même s'il agit contrairement à ce qu'elle lui dit. Mais pourquoi cependant ne l'écoute-t-il pas? Pourquoi l'homme ment-il? Ment-il? Pourquoi l'homme ment-il? Pour rester heureux, pour le devenir. En vérité, la plupart de nos mensonges ont pour mobile ce que Kant encore une fois appelle l'amour de soi. Je mens pour ne pas être réductible aux yeux d'autrui, pour être aimé. Mentir, c'est faire passer son bonheur avant son devoir.
Je ne me lève pas le matin avec l'intention de mentir, mais avec celle d'être sincère, verace, comme disait le philosophe. Mais voici que déjà surgit toute une série de cas où mon devoir d'être verace, contraire mon désir naturel d'être aimé, admiré, d'être heureux. Enfin, c'est donc par amour de moi-même que je vais me permettre de faire une exception à une règle à laquelle je reste foncièrement attaché, celle qui condamne de ne pas mentir. C'est donc par faiblesse plus que par réelle méchanceté que je vais mentir parce que je prouve moi-même un faible. Comme le disait Vladimir Yanklevitch, le diable n'est fort que de notre faiblesse, qu'il soit faible de notre force. Le diable, je répète, Vladimir Yanklevitch, le diable n'est fort que de notre faiblesse, qu'il soit faible de notre force. C'est le bel mot de Vladimir Yanklevitch. On peut Le mal vient donc de l'exception, laquelle émet d'un vice étrange qui la contredit dans son essence même, va tendre à se répéter. Demain, je travaille avec pour devise un ami paresseux. Demain, j'arrête de mentir. Avons-nous tout, peu ou prou, pour devise? Quatrièmement, le mensonge pour l'amour d'autrui. Mais il y a aussi ce mensonge que je fais non pour amour de moi-même, mais pour amour pour autrui. C'est ce qu'on appelle le mensonge pieux. Il convient cependant d'être prudent, combien souvent sous la belle apparence de mensonge pieux se cache la mesquine réalité de mensonge par amour de soi. Je ne dis pas à autrui la vérité que pour le blesser, mais c'est aussi pour ne pas avoir à subir sa tristesse ou sa colère ou à porter le poids de son désespoir, qu'il est fatigant de devoir consoler un ami malheureux. Mais non, ce costume d'état va bien, mais non, tu étais très bien, mon grand. Le moraliste du XVIIe siècle ont consacré l'essentiel pour leur industrie à révéler les extrêmes raffinements de l'amour propre, étant à traquer impitoyablement au fond de tout acte apparemment généreux, le secret impulsion de l'amour de soi, un peu de la Rochefoucauld nous informe assez la sincérité est une ouverture de cœur. On la trouve en fort peu de gens et celle que l'on voit d'ordinaire n'est qu'une fine dissimulation pour attirer la confiance des autres. Maxime 62. Nos vertus ne sont le plus souvent que des vices déguisés. Maxime 100. 71. Nous aurions souvent honte de nos bonnes actions si le monde voyait tout le motif que le produisait. Maxime 409. Mais imaginons que cela existe, le mensonge par amour d'autrui, le problème moral ne serait pas réglé pour autant. Une querelle sur le mensonge puis opposa le même Kant au philosophe et écrivain français Benjamin Constant. Contrairement à ce dernier, Kant refusait toute possibilité d'un droit au mensonge, même dans l'intérêt d'autrui. Pourquoi? Parce que je ne saurais faire le bien d'autrui en lui mentant. Mentir à autrui, c'est le mépriser, le considérer comme
indigne de recevoir la vérité. De même qu'il est plus grave de n'être pas jugé que d'être sévèrement jugé. Quelqu'un, c'est le considérer responsable de son acte, donc respecter sa dignité d'être de raison. De même, on blesse plus l'autre en lui montrant que lui disant une vérité blessante. Dérober la vérité à autrui, c'est le mentir dans un état d'ignorance. Et là, encore, ne pas respecter sa dignité d'être de raison. Non pas du tout qu'il faille pour être conscient, jouer le Alceste et prétendre comme celui que Molière qualifiait à raison de misanthrope, dire à chacun brutalement ces quatre vérités. Oui, je veux que l'on soit homme et qu'à chaque rencontre, le fond de notre cœur, en nous discours se montre, assénant Alceste à Philinte, avec la fougue orgueilleuse de redresser de tort. Mais est-il moral de s'ériger ainsi? On se censure des actions d'autrui, de juger tous les hommes, tout le monde, en n'ayant bonne opinion que de soi, de se faire le vengeur des intérêts du ciel. Certes pas. Les anciens l'avouaient bien compris que fusiller le l'affirmation de la vertu, un vice abhorré. Il faut être vertueux, même sans montre. Quand on fait reproche aux autres par son exemplarité du fait que ceux que eux ne sont pas dans la vertu, on cesse d'être vertueux. Kant ne nous demande donc nullement de jouer les Alceste, mais seulement de dire la vérité à autrui. Si ce dernier la demande, encore de la lui dire avec tact, avec cette douceur déniaisée dont Jean Cocteau faisait si bien l'éloge. Il n'en demeure point moins pour cas la véracité dans les déclarations que l'on ne peut éviter demeure un devoir, le devoir formel envers chacun. Quelque grave inconvénient qu'il en puisse résulter. La perplexité nous prend. D'un côté, on comprend très bien le philosophe allemand qui a beau jeu de montrer combien souvent se cache sous cette prétendue piété une piété méprisante, qui aimerait être objet de pitié, comme le disait Balzac. La piété tue et affaiblit encore notre faiblesse. Mais d'un autre côté, peut-on dire sans s'il est que tout homme a droit à la vérité? L'indiscret, le criminel ont-ils droit à la vérité? N'est-il pas inconséquent et moralement coupable de ne pas se soucier de l'usage qu'il pourrait être amené à faire l'édite vérité? Dire à l'agent de Gestapo que Yahidi n'est pas caché chez moi, alors qu'il est, c'est bien sûr lui cacher la vérité, mais c'est peut-être aussi lui dire une vérité plus vraie que le vrai. Il est vrai qu'il est, mais qu'il est tout aussi vrai qu'il n'y a pas pour vous. Le bon sens qui fait passer l'humanisme avant le rationalisme n'a donc pas tout à fait tort, qui voit dans l'application stricte du principe conscient sécheresse de cœur. Il existe d'évidence de cas où le mensonge est un droit, peut-être même un devoir, et de cas où l'exception est un droit, voire peut-être un devoir. Le conscient répondra que blesser la vérité est aussi blesser autrui, que commencer à se donner un droit à l'exception est fort dangereux, puisque c'est précisément toujours à titre exceptionnel qui ment le plus effronté de menteurs. Il est vrai, à nouveau, la perplexité nous prend face à un Kant pur et dur avec ce que la pureté a d'admirable et ce que la dureté a d'inquiétant. Ces philosophes, parce qu'ils fondent la morale sur la seule raison, nous murmurent que le mensonge est toujours immoral, toujours
et respectueux d'autrui. Mais n'y a-t-il pas là quelque chose comme un usage imprudent de la raison? Nous mesurons ici à nouveau à quel point le tragique, l'indécidable, la contradiction vécue dans la crainte, le tremblement fait partie de la vie éthique, qu'il y a des cas où la question du mensonge et de la sincérité est tragique, est une évidence trop bien connue par les soignants. Il faut dire avec force, avec le tragique n'est pas soluble dans l'éthique. Cela ne doit cependant pas nous décourager de rechercher le fondement d'une éthique de mensonge, laquelle tenterait de concilier devoir de véracité et droit à l'exception. Au fond, il faudrait trouver un moyen qui fasse que l'exception demeure exceptionnelle. Et puis, il ne sera déjà pas si mal de retenir de la lecture d'Immanuel Kant la décision de ne plus se permettre que quelques mensonges pieux, laissant à d'autres le vil et médiocre mensonge par amour de soi. Maintenant, pour une cinquième point dans cette intervention, pour une éthique du mensonge, faudrait-il la vérité à l'enfant malade? Toujours s'il la demande, répondrait Kant, jamais répondrait Yanklevitch, car ce serait alors ajouter à sa souffrance la torture de désespoir. Entre ces deux réponses également bien fondées, il nous paraît urgent de ne pas choisir. La révélation brutale d'un diagnostic mortel est sondable. On suffoque le malade. Ses capacités de réception et de compréhension sont d'emblée saturées, tant le vous alors soit au déni et à la révolte agressive, soit au repli, aux muteuses accablées. Mais le mensonge, la dissimulation pieuse sont tout aussi sandales. On n'a pas le droit de voler à l'autre sa mort. Cette rencontre décisive avec soi-même, avec sa plus secrète intériorité que peut permettre l'approche de la mort, on méprise celui que l'on maintient dans un état d'ignorance. Et puis pouvons-nous croire que l'enfant ne devient pas plus ou moins consciemment qu'on lui ment? Expert en communication infraverbale, attentif à tous les signes qui trahissaient le mensonge, dérable de regard, tremblement des lèvres et des mains, clignement des yeux, fausseté de sourire, douceur suspecte, l'enfant divine, plus ou moins consciemment, mais d'intuition souveraine, quand on lui ment. Alors son imagination se met en action et c'est l'imagination maîtresse d'erreur et de fausseté, comme le disait Pascal, qui va le conduire à imaginer le pur. Que me cherchait-on? Qui ne fut monstrueux. Ses parents lui cachaient la mort de sa grand-mère. Il fait sembler de le croire, mais sa souffrance inconsciente lui fait faire des rêves où ses parents se montraient le meurtrier de la grand-mère. On lui cache l'origine de son existence. Il la devine cependant trop bien, mais ses parents ont honte de leur désir. C'est ce que le désir est chose honteuse, difficile, adolescence en perspective. Au reste, puisque nous parlons d'amour, tentons une analogie osée, car il y a quelque chose comme une érotique de la vie. Maintenant, éloge de la pudeur. Aristote, pour qui la vertu est toujours juste mesure entre deux vices, l'un par défaut, l'autre par excès, faisait de la pudeur la juste mesure entre la honte et l'obscénité. Mais il faut dire que cette belle vertu est aussi le piment du désir. Quel est le corps le plus désirable? Celui qui n'est ni tout à fait voilé, ni tout à fait dévoilé. La puritaine qui cache son corps sous
maintes armures du courage, le désir, mais l'impudique qui l'exhibe avec obscénité coupe l'herbe sous le pied du désir. Il faut que le corps soit pour un temps dérobé au regard pour qu'il puisse devenir objet de désir. Imaginez, attendez, désiré. Baudelaire avait tout dit que lie l'érotisme aux chairs obscures. Oh, mais de même, une juste mesure est inventée entre l'exhibition obscène de la vérité et sa dissimulation honteuse. L'enfant a le droit de ne souffrir ni de l'une ni de l'autre. Encore faut-il ajouter que cette juste mesure n'est pas donnée de toute éternité parce qu'il est inventé à chaque fois pour chaque enfant, car tous n'ont pas le même rapport à la vérité. Faut-il dire ce que l'on croit vrai à l'enfant? Oui, c'est cela le regard, mais cela s'accompagne de pudeur et de finesse, de ce sentiment de moment où la révélation est possible, et de ce sens de l'occasion propice de Kairos, comme le disait là encore le grand Aristote. Comme nous le voyons, cette éthique d'inspiration aristotélicienne qui invite l'homme à la prudence est à nul lieu de la pure et de la moralité consciente. Il fallait pour le maître grec éviter un usage imprudent de la raison, se soucier des conséquences possibles de l'action apparemment rationnelle et de ses possibles effets prévus, enfin, n'agir qu'à propos. Mais il nous faut à raison terminer par une approche du mensonge comme fiction poétique, car n'est-ce pas ainsi que l'enfant en fait d'abord la découverte. Maintenant, le mensonge est-il une fonction poétique? Pour être un bon menteur, il faut jouir de trois facultés. Une bonne mémoire pour se souvenir du mensonge que l'on fait, de l'imagination et des comédiens. Mais alors que l'adulte menteur se sert généralement de ces trois facultés par fourberie pour abuser autrui et de ne développer que des récits vraisemblables ayant l'air ou les actions de la vérité. L'enfant les utilise ordinairement plutôt dans le but de s'arracher au monde donné afin d'en créer un autre plus conforme à son désir et qu'il ne songe même pas à faire passer pour réel. Il éprouve alors ce que Nicolas Grimaldi appelle admiralement la guériserie d'entrer en descendance par rapport au réel. Faut-il le lui rapprocher? Oui, disait Platon, qui a ici en tout le pseudos, terme qui, chez lui, désignait le mensonge, pseudos. Ah, pseudos, veut dire mensonge chez Platon. La fausseté, l'erreur, mais aussi la fiction poétique. T'aurais voulu chasser le poète de sa cité idéale. Non, répondit La Fontaine, qui mentirait comme Ésope et comme Homère. Un vrai menteur ne serait le doux charme de mensonges par leur bel art inventé. Sous les abus de mensonge nous offre la vérité. Le mot mensonge viendrait du latin mens, qui veut dire esprit, et de songe, qui veut dire rêve. Le mensonge comme songe de l'esprit, mais ne s'agit-il pas là d'une étymologie mensongère et fausse? Qu'importe au fond que pour deux raisons. La première est que ce jeu de mots donne aux fabulistes l'occasion de remise riche d'une fable admirable. La seconde est qu'il nous est murmuré ici que l'enfant et l'adulte que ne gaspillerait pas toute la grâce à laquelle était promis
ont besoin de rêveries qui vivaient le Père Noël et la petite souris. Nous admirons l'héroïsme d'un homme qui, comme Socrate, tente de se tenir debout en refusant toute forme d'illusion. Mais nous pensons aussi que la pratique de la vie ne va pas sans une certaine théâtralisation de notre destin et qu'il faut parfois jouer pour trouver en soi le personnage capable d'assumer la complexité du réel. Maintenant, conclusion, ainsi il nous semble qu'au rationalisme pur, mesure d'un Kant ou d'un Platon, qui après avoir emprunté des chemins différents, arrivaient à la même conclusion, une condamnation sans appel de mensonge pourrait s'opposer une éthique plus prudente qu'il y a dans tout mensonge, leader et mesquine. Contradiction est vraie, mais que tout mensonge soit immoral ne l'est pas. Que mentir à autrui, ce soit le mépriser, nous semble peu contestable, mais qu'il y a quelque chose comme un droit de garder pour soi, de dissimuler, de résister à la demande de la vérité, demande de la vérité, demande de vérité, d'avoir de transparence publique, comme quelque chose, un droit au four intérieur, au silence, au secret et même à la fiction, nous paraît tout aussi incontestable. Toutefois, il nous faudrait trouver un moyen en qui fasse que le mensonge, c'est-à-dire l'exception demeure exceptionnelle. Lorsque l'on ne sait plus que faire, agissant comme la Madeleine à la vieillesse de Georges de la Tour, la fragile lumière d'une chandelle peut révéler ce qui s'est caché dans l'obscurité, la philosophie et cette lumière fragile, qu'elle se trouve dans l'œil de tout homme de bonne volonté, car dans nos yeux, ô tristesse, remords, incertitude et mensonge, on leur gîte, lui aussi, la lumière de la conscience. Voilà notre intervention intitulée Le mensonge du point de vue éthique est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.